Bonjour et bienvenue sur Egide, je suis Quentin et on va regarder ensemble le nouveau livre d'armée pour les Nighthawks. Alors, à la lecture de ce dernier, je tiens à vous informer tout de suite que comme nous l'a indiqué Games Workshop dans son article sur Warco, toutes les unités Nighthawk, donc qui ne sont pas des héros, passent à principalement 2 PV sauf les Raclechènes, qui passent de leur save à 4 éthéré à une save à 6, mais une ward à 5, et les héros passent en save à 5, ward à 5. Globalement, les points de vie des héros n'ont pas spécialement été modifiés. Est-ce que cela va rendre l'armée beaucoup plus fragile, beaucoup plus faible qu'avant? Je ne peux pas le dire, il est un peu trop tôt, mais globalement, si les coups en points restent les mêmes pour les modèles, vous allez générer pour les unités 2 fois plus de points de vie. Alors bien sûr, c'est 2 fois plus de points de vie qui sont techniquement un peu plus fragiles parce que au lieu d'avoir une save à 4 éthérée, une ward à 6, potentiellement ward à 5, vous êtes sur une save éthérée positivement à 6, donc qui peut descendre en save éthérée à 5, avec un défense en règle, et une ward à 5. Donc globalement, mais avec 2 fois plus de points de vie. Donc j'ai pas fait les stats, mais j'imagine que on arrive sur quelque chose qui est kiff kiff bourricot, je suppose. Cependant, on perd en effet la magie du 4 plus éthéré sur les choses avec beaucoup de reines et beaucoup de dégâts qui sautent. Là, on a quelque chose qui est tout de suite beaucoup plus fragile, mais d'un côté qui sera aussi moins frustrant pour les gens qui affrontent Nighthaunt, de se dire bah, je frappe dans quelque chose et au moins il y a des pertes. Qu'avant, on pouvait des fois avoir le sentiment quand ça roulait très bien, qu'il n'y ait aucune perte, et du coup c'était un petit peu frustrant. Ça c'est le premier point. Le BT Nighthaunt, sur la rédaction faite par Games Workshop, vous allez voir, est comment dire, beaucoup plus technique. On perd cette autoroute qui était l'index pour quelque chose qui va vous proposer un gameplay nouveau. Vous perdez complètement ces notions de charge, d'accord? C'est cette chose-là qui était là depuis la V2, finalement, qui disait que Nighthaunt était efficace qu'en charge, c'est fini aujourd'hui. Vous allez retrouver votre efficacité qui va être dispatchée un peu de partout. Si les coups en point sont, on va dire, assez faibles, vous allez pouvoir avoir une armée qui va quand même proposer une complexité à l'usage et un, comment dire, un vrai travail intellectuel pour pouvoir aller chercher les ressources et faire en sorte que tout fonctionne bien. On est vraiment sorti, comme je vous dis, du course et charge sur toute l'armée, moins 5 de save, et voilà. On a quelque chose d'un petit peu plus subtil. Maintenant que cette intro est faite, on va pouvoir passer sur les règles. Donc la première, vous voyez, les battle traits sont très réduits. La première règle, c'est éthéré. Donc, comme indiqué dans l'article de Warco, aujourd'hui, les Nighthaunt ignorent les modificateurs négatifs à la sauvegarde, excepté Nagash. Donc, globalement, vous allez pouvoir mettre un défense en règle pour augmenter votre sauvegarde. Si à l'avenir d'autres capacités permettent d'augmenter la sauvegarde, vous en profiterez aussi. Donc, finalement, que du positif. Vous pouvez, à votre phase de mouvement, One Spartan Army, donc une seule fois, pour un point de commandement, comme en V2, choisir une unité Nighthaunt qui n'est pas en combat, la retirer du champ de bataille et la remplacer à 9 de n'importe quel ennemi. Ce qui va vous apporter finalement beaucoup de mobilité. Aujourd'hui, en Nighthaunt, vous allez pouvoir jouer, je pense, très facilement avec les tactiques de bataille, telles que Scout, voire reprendre des objectifs à vos adversaires, parce que, malgré tout, vous allez avoir beaucoup de points de vie sur le champ de bataille, de la mobilité grâce à la téléportation, et vous restez Nighthaunt, c'est-à-dire que l'armée bouge relativement bien à 8 minimum, tout en volant. Donc, toutes ces choses mises les unes après les autres, ça vous fait quand même des points très très efficaces, très très forts, comparé à d'autres armées qui peuvent être plus lents. On sait que la mobilité en V4.2 est quelque chose de très important, et donc Nighthaunt va bénéficier. La règle suivante, c'est un passif donc, qui est éligible en permanence, qui vous dit que vous allez soustraire le current battle round, donc le tour de jeu sur lequel vous êtes, tour 1, tour 2, tour 3, tour 4, tour 5, à l'OC, au score de contrôle des unités qui sont engagées avec des unités Nighthaunt. Donc déjà, on comprend tout de suite que Nighthaunt va influencer finalement le contrôle sur table par rapport au tour. Généralement, tour 1, on n'a pas trop de... On se bat pas trop, on va dire, pour faire simple. À partir du tour 2, on va commencer déjà à retirer du contrôle à vos adversaires. Donc ce contrôle s'applique à la fois sur les objectifs, sur les décors, sur toutes ces choses-là. Moins 2 d'OC, ça commence à se calculer de manière drastique quand vous avez des OC de 5, passe à 3, et ainsi de suite, ainsi de suite. Attention, il est bien écrit qu'on perd de l'OC quand on est un Any Friendly Nighthaunt, donc si vous avez deux unités
Nighttone sur une unité et demie, vous ne le faites pas par exemple -2, -4, ainsi de suite. C'est seulement -2. On ne peut être éligible à un seul passif à la fois, globalement. Et la dernière règle, c'est tout simplement celle qui va vous permettre de poser vos décors de faction, vos Nessus Griffes, comme anciennement, vous en mettez un dans votre territoire, et les deux autres vont être placés entièrement à l'extérieur du terrain adverse, et à plus de 3 des objectifs, et terrain de feature, et à plus de 12 chacun des Nexus. Ça globalement, ça ne change pas. Donc, à la lecture de ces 4 battle traits, on comprend tout de suite que nous n'avons pas besoin de charger pour bénéficier de bonus, ce qui rend finalement Nighthaunt efficace tout le temps. Pourquoi? Parce que vous ayez chargé ou pas chargé, vous serez finalement beaucoup plus stable, votre armée ne va pas faire la vague, le yo-yo, je suis bon, je suis moins bon, je suis bon, je suis moins bon, ce qui est, je pense, finalement pour le jeu, quelque chose de beaucoup plus positif. Maintenant, nous allons regarder les battle formations. Donc, vous avez 4 battle formations, comme d'hab. La première vous dit que vous allez pouvoir prendre, donc c'est One Spartan Army en fait, donc à votre phase de mouvement une fois par armée, une unité Nighthaunt qui n'est pas en combat, lancer, quoi, qui est en oh là, excuse-moi, je recommence. Vous allez prendre une unité Nighthaunt qui est en combat, ce qui va vous permettre de faire ce core move, donc finalement c'est cette capacité à se déplacer, donc vous ne pourrez pas faire techniquement, si vous faites ça, vous ne pourrez pas faire de retreat, vous ne pourrez pas faire ces choses-là, parce que c'est un core move. Vous allez lancer un D6, ajouter au mouvement de votre unité ce D6, passer au travers des combat range, donc des zones d'engagement de votre adversaire, et vous devez finir ce mouvement en combat. Ça peut paraître étrange, mais en fait, si vous êtes engagé, donc c'est à votre phase de mouvement, votre adversaire vous a chargé, ou éventuellement vous êtes en double tour, vous avez combattu, vous êtes engagé, vous allez pouvoir tout simplement vous déplacer de votre mouvement plus un D6. Donc généralement, vous bougez de 8 plus un 9 minimum jusqu'à 15. Et ainsi de suite, vous repositionnez en combat où vous le souhaitez. Donc c'est quelque chose qui est stratégiquement très très fort, parce que vous n'avez pas besoin de faire de retreat, sinon vous prenez des blessures mortelles. Et en fait, vu que vous n'avez plus besoin de charger en Nighthaunt pour pouvoir bénéficier de bonus ou affliger des malus, globalement, vous allez tout simplement pouvoir vous repositionner. Donc, vous positionnez engagé sur un objectif, derrière un décor de faction. Globalement, vous demande juste d'être engagé. Donc, ça peut être à 3 pouces. Vous voyez, vous allez pouvoir vous mouver, vous déplacer comme vous le souhaitez. Ceci peut être un petit peu obscur comme ça, mais je vous promets qu'en jeu, avoir cette capacité au bon moment dans la partie, bah, vous allez pouvoir faire plein de tricks, engager des unités, vous mettre dans des situations un peu compliquées votre adversaire, bloquer des champs. Voilà. Globalement, c'est une règle qui est très très forte. Heureusement, je pense qu'il y a une seule unité, mais un très très bon bonus. Est-ce que ce bonus sera suffisant par rapport aux autres sous-factions? Seul l'avenir nous le dira. La deuxième vous permet One Spartan Army Your Moment Phase, pareil, de choisir une unité Nighthaunt, et du coup, pour le reste du tour, cette unité a course et charge, retreat et charge, et vous ne prenez pas de blessures mortelles. Donc là, globalement, ça va être plutôt dédié, je pense, à des unités qui ont des bonus à la charge, genre la cavalerie par exemple, ou des unités qui peuvent être lock, même si vous avez vu qu'avec l'autre sous-faction, on peut se bouger dans les combats, là au moins vous pourrez sortir du combat sans prendre de blessures mortelles et aller charger ou vous repositionner où vous voulez. L'un dans l'autre, ce sont deux caractéristiques de mouvement qui vous apportent des bonus différents. Ils sont un peu similaires à l'usage, mais vont dépendre des situations dans lesquelles vous vous trouvez. La troisième, Petrify, vous dit de prendre une unité Nighthaunt Hero pour être la cible, une fois par tour, à ennemi Hero Phase. Et du coup, pour le reste de ce tour, les unités engagées avec votre unité Nighthaunt, votre héros, ne peuvent pas faire de Retreat Ability quand ils sont engagés avec cette unité. Donc celle-ci est très forte, mais circonstancielle. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir vous en servir 5 fois dans une partie. Techniquement, au tour 1, vous n'êtes pas engagé. Si vous double tour, normalement, il n'y a plus d'unité avec laquelle vous êtes engagé. Vous voyez, donc c'est à géométrie variable, on va dire, d'accord? Mais si vous êtes engagé avec une unité Nighthaunt Hero qui est quand même, on va dire, un peu conséquente par rapport à son socle, bloquer le retreat, ça peut bloquer certaines armées qui ont besoin de retreat et de charge. Je prends par exemple Slanesh en Seeker Cavalerie, qui vous dit que vous pouvez retraite sans prendre de blessure, vous avez la cavalerie, vous les retreat charge, là vous ne pouvez pas. Donc voilà. Peut-être qu'en équipe ça trouvera de l'intérêt. Ça reste un outil qui est vraiment fort. On l'avait en V2, je crois, en V3, en Nighthaunt, où on vous demandait si vos unités de ligne étaient plus nombreux, vous bloquiez machin.
Là, c'est un peu plus facile globalement à l'usage. À voir. En tout cas, c'est un outil qui peut être très intéressant si on ne sait pas quoi jouer, en high taunt, bloquer le retreat de vos adversaires. Et la dernière sous-faction, donc Royal Procession, One Spartan Army Enemy Hero Phase, là aussi, donc vous voyez, les séquencements sont très simples. Vos deux phases de mouvement à vous, deux ennemis Hero Phase. Vous allez choisir deux unités Night Tone pour être la cible, et vous allez gagner anti-charge plus 1 pour le reste du tour. Donc globalement, vous comprenez que quand votre adversaire va vous charger, vous allez bénéficier de 1 de pénétration. On est toujours très heureux d'avoir ça. Globalement, vous pouvez même le mettre sur des unités qui vont contre-charge et du coup être en contact avec des unités qui ont chargé et donc débloquer ce bonus-là aussi. Ça reste une très bonne règle, un peu plus situationnelle aussi, ça demande quand même un petit peu de technicité pour bien lire la table et savoir où votre adversaire va aller. Et en plus, votre adversaire peut essayer de jouer autour, parce que ces deux unités, c'est pas toute votre armée. En tout cas, à la lecture de ces 4 sous-factions, on comprend que Nighttone commence à avoir un positionnement différent, vraiment plus orienté dans le contrôle, dans la gestion des ressources, sûrement du swarm, avec une prise de table importante, et vous êtes englué dans des fantômes. Et globalement, c'est ce qu'on veut, je pense, quand on joue contre Nighttaunt, c'est se dire je frappe des fantômes, il y en a qui disparaissent, mais ça revient, il y a de la repop, la récursion, je suis bloqué, je suis enfermé dedans, et pas juste je tape dans un mur incassable parce que c'est de la save à 4 éthérée, de la ward à 5, qui peut être frustrant. C'est mon point de vue. Maintenant, nous allons regarder les traits héroïques. Donc, nous en avons 3. Le premier, c'est un One Spartan Army Your Hero Phase. Donc, à votre phase de héros, vous allez pouvoir choisir 3 non-héros Nighttaunt entièrement à 12 du porteur pour être la cible. Vous allez rouler le mauvais des 3 sur 2+. Si la cible a des blessures, vous allez soigner X la valeur, donc 2 ou 3 points de vie. Si la cible n'a pas de points de vie alloués, vous allez pouvoir remonter des modèles correspondant à la valeur, 2 ou 3. Globalement, ça fonctionne. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, vos unités ont en moyenne 2 points de vie pour l'infanterie et 3 points de vie pour la cave. Donc si jamais vos unités ne sont pas blessées, vous allez pouvoir remonter des modèles, donc un modèle de poney ou un modèle de footman. Si jamais votre modèle de footman est blessé, vous avez 2 points de vie, si vous avez fait 3, vous allez pouvoir remonter votre modèle comme ça directement. Il faut savoir que vos décors de faction qu'on va voir juste après n'ont pas changé. Vous allez toujours pouvoir vous téléporter et toujours pouvoir soigner où reste des modèles. Donc globalement, je pense qu'entre le décor de faction et ce trait là, vous allez avoir pas mal de récursions sur l'armée. D'accord? Je pense globalement que Nighttaunt va jouer sur ça, va jouer sur ce fait d'avoir de la repop, d'avoir ces choses-là, et qui vont tout simplement mettre l'adversaire sur le long terme. Je pense que Nighttaunt, c'est pas une armée aujourd'hui qui va être un fer de lance qui va raser votre adversaire. Vous êtes sur une armée sur le long terme. Et au tour 5, votre adversaire sera épuisé de jouer contre vous. Donc le trait de co suivant, ça se passe en n'importe quelle phase de combat. Vous allez choisir une unité ennemie héros en combat avec le porteur. Donc ça, on n'aime pas trop parce ça demande certains setups, certains machins. Bon, ça peut se faire. Ensuite, vous allez choisir du coup, comment ça s'appelle, une autre cible à 3 pouces. Donc vous choisissez un héros ennemi. Ensuite, vous choisissez une autre unité à 3 pouces de ce héros. Et sur 3+, vous allez pouvoir choisir une des armes du héros et taper sur l'unité d'à côté. Donc pareil, ça demande des setups, ça demande d'avoir un héros, ça demande d'avoir une autre unité à côté. Si votre adversaire est au courant, il va essayer de jouer au tour, de faire en sorte de ne pas y être. Après, il y a des armées qui vont malheureusement, ça va être très fort contre eux. Je sais pas, vous comptez contre Sob. Sob, souvent, vous avez deux gros l'un à côté de l'autre. Si vous arrivez à faire ça, vous en choisissez un, il va taper sur l'autre. Bon, c'est un boost des dégâts qui est situationnel, mais quand il est bien positionné, ça peut faire pas mal de dégâts. Après, il y a des héros, quand vous avez 5 attaques, 3-3, -1, 2, bon, globalement, vous n'allez pas faire grand-chose. Donc voilà, à voir. Je pense que si je ne sais pas quoi jouer, j'irai chercher le premier, parce que c'est de la repop qui est facile. L'autre s'applique plus souvent globalement si vous êtes contre beaucoup de héros. Sinon, si vous avez du mal, vous êtes contre du Cities of Sigmar par exemple, avec des héros qui vont pas se battre, qui vont juste buffer, celui-là ne servira à pas grand chose. Et même si vous avez à choisir un sorcier ou un maréchal City of Sigmar, globalement, c'est pas ces pauvres attaques de mortels qui vont faire grand chose. Donc voilà, pareil, ça peut être situationnel. Mais en tout cas, en équipe, pareil, je pense que c'est un outil qui peut s'envisager. Et le dernier, il est un peu étrange. En gros, vous allez choisir, c'est une réaction à une unité Nighttaunt qui est entièrement à 12 du porteur et qui va faire un redéploiement. L'unité en question va gagner -1 pour être touchée
pour les attaques qui va le cibler. Donc vu que le mouvement se passe avant le tir et le close, ça peut être un bon bonus défensif. Voilà. Est-ce que celui-ci est plus puissant que les autres? Très intéressant. Cependant, il est à géométrie variable parce qu'il va vous demander de dépenser un point de commandement pour faire le redéploiement. Il faut être bien entièrement à 12 du porteur, ce qui n'est pas toujours facile, même si Nighthaunt aime beaucoup jouer en château. Voilà, globalement, je pense qu'on va plutôt se tourner vers The Ruler of the Spectral Host, mais les deux autres trouvent leur place et apportent une fois de plus un intérêt supérieur. Vous comprenez, aujourd'hui, Nighthaunt, c'est un peu plus fragile, mais avec plus de points de vie, et on commence à avoir pas mal de debuffs qui se mettent en place les uns derrière les autres. Pour les artefacts de pouvoir, pareil, 3 comme tout le monde. Donc le premier, c'est une réaction quand vous faites un redéploiement pour une unité Nighthaunt Infanterie, attention, c'est important, qui est entièrement à 12 du porteur. Le redéploiement, c'est minimum 4. Voilà. Donc on connaît ça dans d'autres armées, c'est très fort. Éventuellement, si vous faites les deux qu'on a vus, moins un touche, redéploiement de 4. Vous pouvez, je pense, bloquer des charges. Voilà, ça apporte beaucoup de technicité dans le placement des unités, mais c'est valorisant. Le suivant, c'est une once par battle et une combat phase. Je pense que celui-là, on ira le chercher le plus souvent. Pourquoi? Parce qu'en fait, si votre unité est en combat, vous utilisez cet artefact et vous avez plus une attaque pour les armes de mêlée pour toutes les unités Nighthaunt entièrement à 12. Une fois par partie, pour le reste du tour. Donc globalement, c'est le stéroïde de dégâts. Je pense que c'est le plus facile, mais a priori, Nighthaunt peut proposer quand même, comme je vous disais, plus du contrôle. Donc peut-être que le redéploiement peut trouver une certaine saveur dans des constructions de listes qui ont besoin de mouvement. Et le troisième, c'est une réaction quand un sort ou une prière est lancé à 12 pouces de cette unité. Donc 12 pouces, c'est quand même... faut bien avancer votre personnage. Hein. C'est un peu compliqué, je trouve. Vous roulez le mauvais D3, donc D3 de plus. Et c'est -1 au casting roll, chanting roll pour l'unité. Et à chaque fois que l'unité va rater un sort ou une prière, il prendra une blessure mortelle. Pour moi, c'est un peu compliqué, parce que ça force votre porteur à se mettre dans les 12 pouces. Quand vous êtes dans les 12 pouces de ce genre de sorcier, souvent c'est que vous êtes en contact d'autres unités. Bon, voilà, il peut être intéressant, mais je trouve que les deux autres peuvent avoir peut-être plus de sécurité, plus de saveur. Maintenant, nous allons regarder les sorts. Alors là, tout a changé. Vous avez 3 sorts 6, 6, 7. Le sort illimité est très intéressant. On vous dit de choisir un sorcier Nighthaunt, prendre une unité visible Nighthaunt entièrement à 12. Si vous arrivez à lancer votre sort, jusqu'au début de votre prochain tour, à chaque fois que vous avez été une fight ability avec l'unité qui a pris cet enchantement, donc les Fellblade, si toutes les attaques ciblent le même ennemi, après que l'habilité a été résolue, donc après que vous ayez fait votre fight ability, donc tous les dégâts, votre adversaire fait ses saves, ses ward, tout ça, vous allez soustraire 1 au jet de sauvegarde pour l'unité en question jusqu'au reste du tour. Donc c'est votre manière de débuffer l'armure que vous gagnez anciennement avec des charges. Là, vous avez vu, vous mettez votre sort. Si toutes vos attaques frappent, l'unité perd 1 de sauvegarde. Alors on peut se dire, oui, c'est un peu étrange, parce que si je mets ça sur mes Blade Guest, en fait, mon adversaire va taper, et moi, j'aimerais pouvoir taper. Donc vous comprenez déjà cette force de persuasion, parce qu'en fait, vous allez taper avec votre première unité, débuff l'adversaire, lui, il va vouloir taper dans votre deuxième, et en fait, il va falloir trouver un micmac comme ça. Je pense que ce sort est surtout très intéressant, soit combiné avec le sort d'après, vous verrez qu'il met un fight last, soit combiné avec les héros qui peuvent activer les unités. J'active mon héros, mon Night of Shroud à pied, il met ses 5 attaques de merde dans l'unité, il a mis toutes ses attaques, elles ont -1 save, je peux activer juste derrière une unité de Bayguest qui va tout taper. Moi je le vois comme ça me semble être le plus pertinent, on a besoin d'héros en Nighthaunt, et globalement, je pense que c'est fait pour fonctionner comme ça. Bon, à voir, mais en tout cas, l'usage, ça me semble le plus intéressant. Le deuxième, du coup, prenez un sorcier Nighthaunt et vous choisissez une unité infanterie Nighthaunt entièrement à 12. Cette unité peut faire immédiatement un normal move ou une retraite. Attention, retraite à habilité comme si c'était votre mouvement, donc vous allez recevoir des BM. Globalement, vu que vous êtes en ward à 5 avec multi-PV, c'est beaucoup moins important que globalement ça pouvait être avant. Donc vous avez bien compris, unité Nighthaunt infanterie seulement. Vous gagnez du coup encore un deuxième outil de mouvement. Donc avec un PC, vous pouvez vous téléporter. À votre phase de héros, vous pouvez bouger ou retraite, sachant que vous pouvez le faire aussi au tour adverse pour faire retreat une de vos unités à vous, pour pouvoir éventuellement rescreen, vous mettre, je sais pas, sur un objectif,
voire après faire un redéploiement. Donc on comprend un peu, Nighthawk commence à vraiment avoir beaucoup, je trouve, d'outils basés sur le mouvement. Et sur du 6, c'est quelque chose qui est accessible même au tour adverse. Donc quelque chose qui est aujourd'hui quand même très très permissif. Et le dernier, Chain of the Death, bah, c'est très simple, c'est à 18 pouces. Vous choisissez, un héros ennemi, donc ça c'est un peu la contrebalance du sort, et ce dernier aura Strike Glass. Donc globalement, vous allez pouvoir mettre des frappes en dernier à des héros ennemis qui sont très synergisants, des héros combattants. Je sais qu'aujourd'hui, ça peut paraître peut-être un peu étrange comme cela, parce qu'on se dit, ouais, c'est peut-être pas ça que j'ai envie de débuff, mais je trouve que sur les derniers BT qu'on a pu avoir, notamment avec Fake, on commence à avoir des héros combattants qui sont de plus en plus performants. Et donc, je me pose la question si on va pas revenir un peu sur des super-héros combattants duellistes qui vont pouvoir faire énormément de dégâts, et donc l'intérêt de ce sort va se situer là. À voir, en tout cas, c'est un bon outil. Frappe en dernier à 18 pouces sur un héros, ça se prend complètement. Ensuite, nous avons les 3 sorts persistants Night Taunt, la faux qui se place entièrement à 9 à plus 9 d'adversaires, le terminus entièrement à 18 et le soul entièrement à 18. On va les regarder tout de suite. Donc on est sur de la save à 4 ward à 6 sur 6 PV pour le coffre. Donc à chaque fois qu'une unité alliée ou ennemie est détruite à 12 de cette manifestation, vous rajoutez un token. À 6 tokens, en fin de tour, vous explosez. Du coup, vous allez lancer 6 dés par target. Chaque 4+, c'est une blessure mortelle et le coffre retombe à 0. Donc globalement, c'est un vortex qui explose. Vous avez vu, ça se pose à 18. Donc bien placé, ça peut faire des dégâts supplémentaires en fin de tour. C'est pas déconnant. Je sais pas si Nighthawk va vouloir absolument profiter de ces endless spells là. C'est peut-être pas les plus efficaces, mais en tout cas, ce n'est pas déconnant non plus. Le Mortalis Terminus Nexus, comme avant, même body, en phase de héros, vous prenez une unité Nighthawk à 3 pouces sur un 2+, plus un cours et charge, ou vous soignez 3. Quoi, et vous soignez 3. Non, ou vous soignez 3, je veux dire. Donc intéressant pour éventuellement soigner des unités, pour faire après le trait de co pour remonter des unités, et ensuite pour utiliser votre décor de faction pour remonter en fin de tour. C'est pas déconnant, et alors même le plus un course et plus un charge, ça reste quand même un bon bonus pour Nighthawk, donc je pense qu'on est quand même content d'avoir ce genre de endless spell dans la poche. Et la faux, donc va falloir qu'elle aille au combat, vous avez vu, vous l'invoquez entièrement à 9 à plus de 9, donc si elle arrive à charger, elle gagne 2 attaques, et elle est en crit auto wound 3-2, moins 2-4, donc ça cogne pas mal quand vous avez 3 attaques, quand vous en avez qu'une seule, c'est un peu mou. Donc à voir, ça peut vous apporter un peu de dégâts, votre adversaire n'a pas spécialement envie de taper dedans, donc ça reste une capacité qui se comprend complètement. Voilà, donc on a vu ensemble tout ce qui fait Nighthawk, donc vous avez compris maintenant les changements majeurs qui ont été mis en place, à savoir votre été qui peut s'améliorer, de la téléportation, on réduit de l'OC et on a quand même pas mal d'outils de contrôle et de repop avec le décor de faction qui n'a pas changé, le trait héroïque qui permet de repop. Par contre, vous avez vu, on a perdu les sorts qui permettaient de faire de la repop. Donc globalement, vous allez devoir utiliser ces sorts pour débuffer la save, mettre des frappes en dernier et permettre du mouvement. Nighthawk a quelque chose basé plus sur le mouvement. On va commencer par les profils. Donc Nagash, globalement, rien n'a changé sur Nagash. Est-ce qu'on va vouloir le prendre en Nighthawk? Avoir les coups en point, mais si on a des unités qui n'ont pas beaucoup de coups, je ne sais pas si c'est très intéressant. En tout cas, son sort qui donne des wards à 5, pareil, c'est pas très intéressant non plus que toute l'armée a une ward à 5. Donc je suis pas convaincu de Nagash en Nighthawk. À voir, en tout cas, ça reste Nagash. Il faudrait peut-être qu'il baisse un peu en point pour qu'on le voit un peu plus sur le terrain. A savoir qu'il y a une armée de renom autour de Nagash qui lui donne des buffs. Bon, peut-être que ça peut jouer à ce niveau-là, on verra ça dans une autre vidéo. Alors, on va commencer donc avec Lady Holinder. Donc, comme vous le voyez, 7 points de vie, save à 5, éthéré, ward à 5. Donc, on a perdu de l'OC, on a perdu de la ward. Mouvement de 8. Cependant, qu'est-ce qu'on a? On a toujours son tir 2+2+, Brain -3 dégâts D6, en crit auto wound, et vous avez ces 6 attaques, 4-3, -1, D3. Donc beaucoup de profils vont être similaires à celui-ci en Nighthawk, cependant vous allez pouvoir très facilement les buffer en touche, en bless, ainsi de suite. Première règle, Mortal of the Grief, on vous dit que tous les jets de touche et de bless qui sont à 1, 2, 3, 4 sont considérés comme une attaque fail. Donc vous allez blesser Lady Holinder et toucher et blesser Lady Holinder que sur du 5+, ce qui la rend extrêmement tanky avec sa save à 5, sa ward à 5.
Je vous le dis tout de suite, quand vous êtes entièrement à 3 d'unités de Spirit Host, vous avez une ward à 4, donc globe pour les héros infanterie et infanterie. Donc vous allez pouvoir bénéficier d'un personnage qui se fait toucher que sur du 5, blessé que sur du 5, en save à 5 non modifiable, ward à 4. Donc un personnage qui va quand même pouvoir tanker de manière efficace. Elle reste sorcière niveau 2. Vous avez toujours cette capacité, une fois par bataille, de soigner, de raise, de slain modèle, retour de slain modèle, sur une caractéristique de point de vie de D3 plus 3. Donc globalement, vous allez pouvoir remonter 2 unités d'infanterie, parce que vous avez 2 points de vie, donc vous faites 4 minimum, jusqu'à 6, 3 modèles, et un poney, parce que vous faites 4 minimum, et si vous faites 6, 2 poneys. Donc un peu moins fiable qu'elle ne pouvait l'être avant, mais finalement quelque chose qui apporte encore de la récursion. Donc je ne sais pas si on va vouloir prendre Lady Highlander sur tous nos profils, mais en tout cas, ça reste une sorcière de niveau 2 qui est difficile à tuer et qui conserve aussi son sort sur du 6 qui vous ignore les OC modificateurs positifs, hit roll, wound roll et save roll. Donc, mis ça, cette malédiction sur quelqu'un, vous allez vraiment lui dire bah toi t'es tout nu, pas de buff pour toi, et donc nous on va venir te dégraisser. Au combat, vous avez vu, c'est pas une foot de guerre, mais ça reste un personnage qui quand même trouve complètement, je pense, sa place dans le roster Knighton. Ensuite, nous avons Kurdos Valentine. Donc, Kurdos Valentine, je pense qu'on va préférer jouer le War Scroll Scourge of the Giran actuellement parce qu'il est très fort. Cependant, vous avez celui-ci qui va vous amener une construction de liste très différente. Donc, premièrement, si vous avez une War Spartan réaction, quand votre adversaire utilise un camp d'ability à 12 de lui, sur un 3+, il va devoir payer un deuxième point de commandement pour pouvoir utiliser cette ability, sinon elle est annulée. Donc c'est très chiant parce que ça va bloquer les PC de vos adversaires, forcer à en dépenser 2 quand on n'a pas la possibilité, voire 3 pour une contre-charge, chose là. C'est toujours pénible. Mais ce qui le rend assez intéressant aussi, c'est cette capacité qu'il a en phase de charge, qui vous dit que si vous arrivez à charger avec Kurdos, vous allez pouvoir choisir une unité Craven Guard, donc ça c'est les archers, donc globalement ça vous force à jouer des unités d'archers, et vous allez pouvoir réaliser une shoot ability sur l'unité avec laquelle vous allez charger, et on vous interdit aux archers de charger derrière. Globalement on ne veut pas que les archers chargent, mais c'est très intéressant parce que du coup ça va vous permettre de tirer avec vos archers et de retirer une deuxième fois. Donc finalement, un peu comme un double shoot, vous allez doubler la létalité des archers, qui, même si ce n'est pas des unités qui brillent très très fort, aujourd'hui je pense qu'en Hightaunt, avec toutes les observations qu'on a pu avoir, va prendre une forme différente, et donc ça peut proposer un gameplay différent avec du tir, et donc des dégâts qu'on va appeler secondaires, comme ça, là, d'appoint. Des petits dégâts, plus des petits dégâts, plus des petits dégâts, qui font beaucoup de dégâts. Lui, au corps à corps, c'est 5 attaques, 3-3, moins 2-3, mais vous allez voir qu'on peut facilement passer en 2-2, moins 2-3. Ensuite, nous avons Allrag, donc lui, pareil, 7 PV, save à 5, ward à 5, bouge de 10. Il a cette capacité à votre phase de mouvement de prendre une unité non héros Nighttaunt qui est entièrement à 12 et qui n'est pas en combat, et de les remove sur le champ de bataille, et arriver à 6 de votre entièrement à 6 de lui, il y a plus de 7 des adversaires. Donc globalement, c'est des unités qui vont être prêts à charger, on connaît le combo, vous pouvez même vous en servir pour juste vous téléporter et amener des unités scouts à des endroits, ainsi de suite. C'est une très bonne pièce de support qu'on voyait beaucoup, je pense qu'on va continuer à voir. Aujourd'hui, il n'a plus ce debuff de save qu'il apportait anciennement, mais globalement, il va faire ce qu'il faisait avant, donc sa téléportation. Et en plus de ça, à la phase de tour, s'il est engagé, vous allez pouvoir faire une retreat comme si c'était votre phase de mouvement, prendre des blessures mortelles bien sûr, et si vous n'êtes pas engagé, vous allez pouvoir faire un normal move. Donc ça vous rapporte une fois de plus de la mobilité pour des personnages à toutes les fins de tour. On va pouvoir bouger de 10, 10, 10, 10 si vous voulez au 3+. Donc une fois de plus, une occurrence de mobilité supplémentaire sur une armée qui bouge bien. Donc ça va dans le bon sens à ce niveau-là. Ensuite, nous allons avoir Reconnor. Donc 7 points de vie, save à 5, bouge de 12, ward à 5. Au corps à corps, donc 5 attaques, 3-3, moins 2-2. Plus un dégât en charge, donc moins 2-3 en charge, c'est quand même pas mal en crit auto wound, le poney on s'en fout. Il a un sort qui vous dit de choisir une unité visible à 12 pouces, vous faites D3 blessures mortelles, et si un modèle est slain, vous refaites D3. Globalement, c'est intéressant sur des mono PV pour pouvoir aller chercher 2 D3 blessures mortelles. C'est pas déconnant, même si je pense qu'on ira peut-être chercher plus le sort illimité pour mettre des moins 1 save sur certaines unités combattantes. Vous avez en phase de héros, vous allez pouvoir choisir soit une unité ennemie à 12, soit vous. Si vous choisissez vous, faites une blessure mortelle que vous ne pouvez pas ward, ça vous donne plus un cast. Globalement, on passerait en sorcier qui a un cast plus 1, c'est toujours très fort dans le jeu actuellement. Et si c'est une unité ennemie sur un 3+, donc là c'est le petit truc un peu chiant de 3+, mais si ça passe c'est cool, vous avez plus un cast et plus un power. Donc passez sorcier niveau 2 avec plus un cast.
un super sorcier à ce niveau-là, par rapport au pouvoir avoir le coup en point. Ça vous demande d'avoir des unités à 12, mais vous allez vouloir vous avancer et combattre avec ce type de personnage. Et vous avez un passif qui vous donne plus un touche, plus un bless si vous combattez un sorcier ou un prêtre. Donc globalement, ça n'a pas changé. Donc vous allez facilement en 5 attaques, 2-2, moins 2-3. Ça fait pas rien du tout, ce genre de profil. Donc intéressant. Il va augmenter votre fiabilité à la magie pour lancer vos endless spells ou pour lancer votre sort illimité, voire le sort de mouvement ou le fight last. Voilà. Un personnage assez emblématique et intéressant, mais qui perd complètement cet intérêt qu'il pouvait avoir avant de juste charger et mettre son moins un save. Le scripteur Mortis, unité qu'on n'a jamais vue, et là qui va revenir en force, j'espère que vous en avez sur Grapp qui n'ont pas été peintes, il va falloir les peindre. Pourquoi? Parce qu'en fait, maintenant, à votre phase de héros, vous allez pouvoir choisir une unité ennemie visible à 18 pouces. Heureusement qu'il y a les couverts qui vous... Quoi, les couverts, qui les obscurants qui ne vous rendent pas visibles. Et du coup, sur un 3+, faire une blessure mortelle et marquer le mot-clé sentence sur cet ennemi. Et globalement, quand une unité Nighthaunt Infanterie fait une fight ability sur une unité qui a une sentence, vos armes passent en crit mortel. Donc, c'est le surplus de dégâts que Nighthaunt va pouvoir aller chercher, remplacer le crit auto wound par crit mortel sur des unités qui en ont besoin. C'est un petit peu dommage que ça ne soit que les infanteries Nighthaunt, parce qu'on aurait aimé que la cavalerie qui passe dégâts 2 en charge puisse en bénéficier, mais ça reste quand même des unités qui vont pouvoir saturer. Vous avez des modèles qui ont 3 attaques tête, donc ça va vous faire un gros volume en crit mortel. Ça peut être vraiment sympa. Je serais vraiment surpris si on ne voit pas plus de scripteurs Mortis que ça. Alors maintenant, le nouveau héros, le maître de la posologie, donc 5 points de vie, save à 5, ward à 5, toujours pareil. Globalement, vous avez un tir à 10 pouces, 3-3, moins 2 des 6, bon ça se prend, c'est un mini-tir de Lady Under. Ce qui est très intéressant, c'est à votre phase de tir, One Spartan Army, donc ça sert à rien de jouer plusieurs pour avoir cet effet. Vous allez choisir une unité ennemie à 10 pouces, lancer un dé, et y appliquer un effet. Les effets, vous en avez 6. Soit, si vous n'avez pas de caractéristique de mouvement, vous faites 6 blessures mortelles. Sinon, vous faites D3 blessures mortelles. Sinon, vous ajoutez 1 à l'attaque caractéristique de tir de ce personnage. Mais toutes vos attaques doivent cibler la personne sur qui vous tirez. Donc, passer en 2 tirs, bon, c'est pas exceptionnel. Sur 4, la règle suivante, c'est si c'est un sorcier, il perd 1 sur son power leveling. Et si c'est un prêtre, on lui remove D3 points de rituel. Donc comprenez, c'est beaucoup d'occurrences de contrôle. Et sinon, vous pouvez soustraire les jets de ward sur l'unité en question. Donc une règle supplémentaire de contrôle où vous allez supprimer les wards. Vraiment, la suppression de ward, tous les armées, j'ai l'impression, vont en avoir. On a beaucoup de règles. On en voit de plus, mais ça commence à être supprimé de plus en plus aussi. Donc est-ce que c'est une manière de rééquilibrer le jeu? Je sais pas. Et on vous dit, en plus de ça, si jamais vous ne souhaitez pas choisir un de ces 6 effets, et vous voulez plus d'effets, vous allez pouvoir lancer 2 dés une fois que vous avez réussi votre 3+, et choisir les 2 effets en question par rapport à votre jet. Si vous faites un double, vous appliquerez 2 fois l'effet. Donc globalement, il y a beaucoup de random sur ça, je ne sais pas si on ira le chercher, on va plutôt aller chercher un effet sur le 3+, le pad ward, mais si vous roulez 2-2, bah, ça fait 2 fois des 3 blessures mortelles, pourquoi pas. Si c'est un prêtre, vous pouvez 2 fois 5. Bon. J'ai l'impression que c'est un peu what the fuck cette règle-là, mais en tout cas, je trouve que sur un 3+, pad ward, ça reste très fort. Cependant, c'est à 10 pouces, donc il va falloir quand même bien vous avancer avec ce personnage-là, parce que c'est pas non plus une règle qui se fait 12, 18 ou 16, quoi. Alors là, on va voir le Night of Shroud et Night of Shroud Eternal Seed. Globalement, pourquoi on va prendre ces mecs-là? C'est pas pour leur capacité à soigner, même si c'est bien, c'est surtout pour leur capacité, quand ils fight, à faire fight une unité à côté. Donc le Night of Shroud Eternal Seed, c'est cavalerie or war machine, et le piéton, c'est de l'infanterie. Quand vous le faites, vous ajoutez plus un touche à l'unité, donc vous voyez qu'on commence à avoir des unités qui vont être en plus un touche très facilement. Et donc c'est eux les porteurs pour moi du sort où vous enlevez un de sauvegarde, car ces gars-là tapent, moins un save à l'unité, et ensuite votre War Machine ou votre cavalerie frappe, ou votre infanterie. Donc globalement, je pense qu'on va en voir pas mal pour synergiser facilement l'unité, l'armée de ces modèles-là, qui sont des bons combattants, mais bon, 4-3, moins 1-2, c'est pas exceptionnel. Mais buffez vos Haridan, buffez vos poneys, et je pense qu'ils sont là vraiment pour ça avec le sort. Ensuite, nous avons Guardian of Soul. Donc lui, ils lui ont lissé sa capacité. Avant, il fallait qu'il soit engagé pour donner une bulle entièrement à 12, plus un bless. Maintenant, en phase de combat, vous choisissez unité Nighthaunt sur un 3+, plus un bless. Tout simplement. Donc c'est un 3+, on n'aime pas, mais il n'a plus besoin de charger. Il va rester derrière dans le château, il va donner ses buffs, et du coup, l'unité
de Night of Shroud frappe, moins un save, votre unité a plus un touche, avec lui plus un bless, donc vous êtes en 2-2 sur votre place de pack de 20 big guests qui vont lancer 40 patates, peut-être 60 avec l'artefact si vous l'avez fait au bon moment. Voilà, vous comprenez l'intérêt. S'ils sont maudits, en plus ils seront crit mortel, donc un personnage très très intéressant. Cependant, vous n'en jouerez qu'un seul parce que c'est One Spartan Army. Et à côté, vous avez le Krulgas qui est très très bon. Pourquoi? Parce qu'en fait, les unités Nighthaunt entièrement à 12 de lui, vous allez ignorer le premier dommage alloué par chaque phase. Sachant que vous êtes en multi-PV maintenant, et ben ça a commencé à être vraiment chiant pour vos adversaires de vous enlever tous ces PV, que vous allez pouvoir soigner avec le décor de faction, que vous allez pouvoir raise avec votre trait héroïque, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc je pense qu'on va voir du Krulgas. Il va falloir voir les coups en point. Il va falloir s'intéresser aussi au fait de est-ce qu'on prend tous ces héros, pas tous ces héros, mais on comprend cette mécanique de plein de petits héros, pas mal de PV, de la récursion, de l'océan moins, on bloque, on frappe, on bloque, on frappe, beaucoup de mouvements et ainsi de suite. Alors, l'exécutionneur, donc lui, qu'est-ce qu'il va vous dire? Vous allez pouvoir prendre une unité engagée avec ce dernier. Attention, c'est un One Spartan Army, on peut le faire qu'une seule fois. Mettre moins une attaque. Donc, moins une attaque, c'est très fort. On connaît la puissance de ces debuffs-là. Et c'est sur un 2+, c'est pas sur un 3+. Et en plus de ça, si c'est un héros, vous allez mettre moins 5 d'OC. Donc, pareil, il y a des héros qui n'aimeront pas du tout se retrouver à moins 5 d'OC. Sachant qu'en plus, vous êtes engagé avec une unité Nighthaunt. Donc, vous allez encore perdre de l'OC. Ça aide. Voilà. Ça fait un petit méli-mélo. Ces héros infanterie vont pouvoir être en ward à 4. Save à 5 éthéré, plus un save éventuellement. Donc ça fait des bons body, quoi. Et à la fin de n'importe quel tour, vous allez pouvoir choisir une unité infanterie ou cavalerie héros qui a des dommages qui ont été alloués par cette unité ce tour-ci. Lancer un dé sur 5+, le modèle est slain, et si le modèle est à une sentence, donc par le mortis, plus 1, donc ça va être sur du 4+. Quand c'est à slain des héros sur 4+, ou 5+, ça fait peur, hein, parce que vous avez des héros qui, heureusement, c'est pas les monstres, qui voudront pas de ça. Hein, je veux dire, ça va faire pas mal de trucs. C'est une armée qui vraiment, je trouve, est vraiment designée, comme je vous dis, pour. C'est pas un fer de lance, mais c'est pour moi plein de petites observations, plein de petits traits qui se mettent les uns sur les autres, et cumulé à tout ça, ça fait quand même pas mal de dégâts. Ce héros est quand même en 5 attaques, 3-3, moins 2-2. Vous avez vu, vous pouvez aller chercher un plus 1 bless, un plus 1 touche. Donc ça commence avec des occurrences très très fortes, moins une attaque. Va juste falloir choisir les bons héros si tout coûte pas cher. Ensuite, nous avons le Spirit Torment. Spirit Torment, il n'a pas changé. Plus 3 de rallye, entièrement à 12. Bon, globalement, voilà, c'est le truc classique. Aujourd'hui, c'est pas en mono PV, donc ça peut être un petit peu différent. Peut-être à voir avec le nouveau Black Coach, le Black Coach de la saison qui donne 3 points aussi, si ça coûte pas trop cher. Je sais pas si on le prendra tout le temps. Par contre, les chaînes gas, eux, sont très intéressants. C'est plus un touche sur un 3+, pour les unités entièrement à 12 de 2. Les Night Hunt entièrement à 12. Et si un Spirit Tourment, c'est sur un 2+. Je sais pas si on va vouloir jouer le Spirit Tourment. Le 3+, peut-être se prend. Et donc, une bulle. C'est 2 modèles, ça. Donc, ça vous fait des bulles assez grandes de plus un touche. Donc, l'armée va bénéficier de ce plus un touche très facilement aussi. Avoir les coups en point, pareil, il ne faut pas que ça soit trop cher, mais ça se réfléchit vraiment. Alors maintenant on rentre dans les unités, donc les chaînes rasp, les racles chaînes, un PV save à 6, donc eux ça a été annoncé, ils n'ont pas bougé. Ward à 5, 2 attaques 4, 5 sans N des gains, crit auto wound, et ils ont une nouvelle règle qui vous dit qu'au déploiement vous allez pouvoir choisir jusqu'à 3 unités de racle chaîne, et vont pouvoir effectuer un pré-move de D6, donc de 6 pouces. Donc on commence à avoir du pré-move en Nighthaunt, des unités qui sont faites pour faire finalement des tactiques de bataille, pour screen, pour prendre des objectifs. Elles sont très fragiles, mais globalement, elles ne doivent vraiment pas coûter cher aujourd'hui, et je pense qu'on va pouvoir se faire des bons écrans et scorer la map avec les debuffs qu'on a pu voir tout autour de ces unités. Selon leur coût en point, elles peuvent être très très intéressantes, peut-être moins si elles sont trop chères. À voir, il faut faire attention à ce genre d'unité. Les Grimghast Reaper. Alors, vous avez vu le héros Grimghast Reaper à dégager, hein, il n'existe plus. 2 attaques, 4-3, moins 1, anti-infanterie, reine, moins 1. Donc, il y a un monde, si le héros à pied a combattu l'effet combattre avec le sort, ils vont être en reine, moins 3 sur de l'infanterie. Ça commence à scorer pas mal. 2 PV, save à 6, ward à 5, c'est aussi résilient. Donc on va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, j'ai du mal à me projeter sur la capacité de tanking de Nighthaunt. J'ai le sentiment que ça fait partie de l'ADN de l'armée, mais d'une manière différente avec toute la repop qu'on voit. En tout cas, eux, ils ont une règle Any Combat Phase. Vous allez pouvoir en jouer plusieurs, c'est tout bien. Choisir une unité avec laquelle vous êtes engagé et qui a 5 modèles ou plus. Vous lancez un dé par modèle dans l'unité. Et chaque 6, c'est une blessure mortelle.
et s'il y a 20 modèles ou plus, chaque 5, c'est une blessure mortelle. Donc globalement, ils sont faits là pour plier tout simplement de l'infanterie, plier de la masse. Si l'unité, le jeu on va dire, tend vers de la horde, ils seront très forts et ça sera une super unité. Sans ça, ils peuvent être un petit peu moins intéressants parce que malheureusement, ils touchent à 4 et vous allez voir que les Black Guests touchent à 3 pour le même volume de dégâts. Et ils n'ont pas de héros pour les buffs particulièrement. Les Peer Gaze, la bande Warcry, bah eux, globalement, pas de changement. Quand vous êtes sur un objectif, vous choisissez une unité à 6, de plus D3, vous faites des blessures mortelles, et vous réduisez l'OC, sachant que vous avez déjà à réduire le C, donc ça fait une source supplémentaire. On a vu au World, cette unité beaucoup performée grâce à cette cheap dégâts. Est-ce qu'aujourd'hui, ils vont retrouver une place supplémentaire? Je ne sais pas, mais en tout cas, cette occurrence de blessures mortelles, vu que c'est End of Any Turn et qu'il n'y a pas One Spartan Army, peut vous faire quand même pas mal de blessures mortelles, même si c'est le mauvais des trois. Alors, nos petits archers, qu'est-ce qu'ils nous disent? 2 PV aussi, save à 6, toujours Ward à 5, ils tirent à 16 pouces en auto-wound, 4-3, moins 1-1. Donc, auto-wound, c'est comme si vous êtes plus un touche, donc vous êtes techniquement en 3-3, moins 1-1. Vous pouvez leur donner attaque en règle, de toute façon, ils ne bénéficieront pas d'un modificateur négatif. Donc, c'est plutôt positif de ce côté-là, sachant que vous ne payez plus de PC pour donner des wards à 5 en face de héros, vous avez juste un PC pour éventuellement vous téléporter. Donc, globalement, ça peut être un bon porteur. Bon, ils sont 5, donc ça fait 10 modèles, ça fait 21 attaques, parce qu'ils ont un champion, ouais, c'est ça. Et vous avez vu qu'ils peuvent, avec le bon héros, tirer 2 fois. Donc ça peut être intéressant, ça commence à faire une petite saturation de tir sur une armée qui n'en a pas du tout, donc pourquoi pas. Et ils ont en phase de mouvement, One Spartan Army, mais je pense pas qu'on joue plus qu'un pack renforcé. Si cette unité est engagée, vous voulez un D3, c'est le mauvais D3, sur 2+, vous faites un retreat directement sans avoir de blessure mortelle. Donc cette unité va toujours pouvoir tirer, vous ne pourrez pas la close. Soit vous la tombez, soit elle tire. Si vous réussissez votre 2+, bien sûr. Mais ça reste très très fort à ce moment-là. Donc, est-ce que cette unité, on va en voir un peu plus sur table? C'est possible, je trouve qu'elle commence à avoir un intérêt avec le héros. Faudra tester, faire des maths, voir ce que ça donne. Mais ça reste, comme je vous dis, une succession de petits dégâts, de petits dégâts, de petits dégâts. Et à côté, vous avez Black Guest Revenant, donc 2 PV, CA 6, Ward à 5, 2 attaques, 3-3, moins 1, crit auto wound. Donc c'est pour ça qu'on, si on n'est pas sur de la horde, je pense qu'on ira plutôt chercher les Black Guest parce qu'ils sont plus fiables et deux coups qui peuvent prendre le plus un touche, le plus un blesse très facilement pour être en 2-2, 2 attaques, 3 attaques avec l'artefact une fois par partie. Voilà, c'est, je pense, votre fer de lance, ça sera cette unité-là. Elle se paye une super règle qui va casser les couilles à beaucoup de gens, qui vous dit que quand cette unité conteste un objectif, on ne peut pas finir un mouvement de charge à 1,5 pouce 2, à moins que le jet de charge non modifié soit 7 ou plus. Donc globalement, vous bloquez, votre adversaire a une chance sur 2 de vous charger, parce que tous les jets, même si vous mettez à 3 et que vous faites 4, vous ne pourrez pas y aller, il faut faire 7 ou plus. Donc une règle qui peut paraître anecdotique, mais en fait, empiler, du mal à me charger. Moi j'ai l'éthéré, je me soigne, je raise, je peux bloquer des dégâts avec le Krulgast, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça fait quand même pas mal d'occurrences, donc très très intéressant. Je pense qu'on va envoyer beaucoup de Béguès et je pense qu'on continue à voir. Les Spirit Host, bah pareil, si vous jouez des héros, vous en verrez. Une unité héros infanterie entièrement à 3. Attention, faites entièrement à 3-2. À une ward à 4. Bah, pas grand chose à dire, hein, c'est top. Hein. L'unité est là que pour ça, même si elle sature en 6 attaques. Après, 6 attaques sur un pack de 6, si vous, vous avez à 100 ans sans crit mortel, pourquoi pas. Hein. Mais c'est du 4-4. Alors, les Haridan, 2 PV là aussi, save à 6, ward à 5. 3 attaques, 4-4, moins 1. Crit auto wound. Donc, on peut passer, vous avez vu, facilement en 3-3. Qu'est-ce qu'elle vous dit le passif? Donc vous perdez tous les debuffs que ça apportait. Maintenant, les unités ne peuvent pas être soignées ou vous ne pouvez pas retourner de modèle slain quand vous êtes engagé avec cette unité. Cette règle est très forte contre certaines armées, complètement anecdotique contre d'autres, parce que la plupart des armées n'ont pas de soins engagés et n'ont pas de raise. Cependant, certaines armées peuvent se le permettre, et donc je pense qu'en équipe, cette unité va trouver de l'intérêt. Peut-être moins dans certaines situations, à moins que à l'avenir, beaucoup d'unités aient du soin ou du repop engagé, là l'unité sera très forte, mais vous avez quand même 3 attaques, ce qui est une attaque de plus que des Blade Gaze, ce qui fait que peut-être avec la sentence, vous préférez aller chercher plus d'attaques pour aller chercher du crit mortel, sachant que cette unité, vous pouvez quand même la passer en 3-3 facilement comme on a pu le voir, donc c'est une unité qui a un petit peu plus une spécialisation et donc qui peut peut-être la mettre en défaut par rapport à des Blade Guest, mais à voir.
Les Mirmont Banshees, je sais même pas pourquoi elles sont restées, ça, donc c'est 4 modèles, 2 PV maintenant, save à 6, au corps à corps 2 attaques, donc ça vous fait 8 attaques, il n'y a pas de champion, 4-3, moins 1 D3. Bon, je sais pas trop, c'est des anti-sorciers, on vous dit que c'est une réaction qu'on lançait un sort. Vous choisissez une unité Nighthaunt entièrement à 12 de cette dernière, vous pouvez utiliser une Unbind ability comme si vous étiez un wizard, et vous avez un à votre jet d'Unbind. Si le sort est Unbind, des 3 blessures mortelles. Bon, si à l'avenir, Nighthaunt a besoin de protection magique, on ira chercher ces petits modèles-là, ils ont toujours été là pour ça, mais je suis pas convaincu de leur utilité aujourd'hui. Concernant les Dreadblade Arrow, bah, c'est toujours cette unité qui a cette capacité de se téléporter n'importe où sur le champ de bataille, donc elles étaient bonnes, on va les conserver en état. Et si ces unités chargent, j'ai ajouté 3 dossiers aux unités de Nighthaunt entièrement à 12. Donc là, plus 3 dossiers quand ils chargent, sachant que vous enlevez de l'OC à l'adversaire, c'est quand même 6 points de vie, save à 6, ward à 5. Au corps à corps, c'est pas exceptionnel, mais on a vu qu'on peut aller chercher plus 1 touche facilement, donc en 3-3, moins 1, 2, crit auto wound. Bon, ça se réfléchit. Il faudra voir les coups en point. C'est une unité qui apporte du mouvement. Elle est un cavalerie, donc elle peut faire des tactiques. C'est pas déconnant. À voir comment on va orienter les listes Nighthaunt, mais c'est pas déconnant. Et les X-Brace, bah, c'est toujours les mêmes. Hein. 3 points de vie, plus un dégât en charge sur 2 attaques 4-4. Donc on a vu qu'on peut passer en 3-3 facilement. Ils peuvent pas aller chercher les blessures mortelles, eux, parce qu'ils sont cavalerie. Et quand ils chargent, ils font 2 plus des 3 BM. Bon, ça, c'est pas exceptionnel. OC1. À voir. Je sais pas si cette unité va autant briller qu'elle a pu briller avant, mais en tout cas, elle a toujours cet intérêt d'avoir beaucoup de points de vie. Mais vu que les autres sont passés de 1 à 2, elles sont restées à 3, je pense qu'on ira peut-être plutôt chercher l'infanterie, mais ça fait des beaux screens en tout cas pour protéger votre armée, donc intéressant. Et pour finir avec les unités, nous avons le Black Coach, 12 PV, save à 5, ward à 5, bouge de 10, 5 d'OC, un coup de fouet des attaques 4, 3, moins de 2, crit auto wound. Au corps à corps, 5 attaques de faux, 3, 3, moins 1, 2, anti-infanterie reine plus 1, donc moins de 2 sur l'infanterie. Et 14 attaques de relique, bon, 4, 4, sans reine et 1 en compagnon. C'est pas exceptionnel. Quand elle charge, elle fait 2 plus des 3, donc ça en aime pas trop. Vous pouvez toujours FEP avec, c'est pratique. Et si vous tuez des unités, vous allez pouvoir choisir des héros qui sont non nommés Nighthaunt et les ramener à la vie comme c'était avant. Voilà, vous comprenez un peu mon dédain avec cette unité. Va falloir vraiment que ça coûte pas très cher. Alors c'est assez tanky, ward à 5, c'est va simple sur 12 PV. Mais alors avec les décors faction, vous allez pouvoir le soigner D3 potentiellement les tours. Il y a pas mal de trucs, hein. Mais ça manque un peu de patate. Je pense qu'on préfère celui-là de Giran actuellement. En tout cas, ça reste une pièce qui va être difficile à sortir par votre adversaire, qui combat pas très bien, mais qui fait du cheap dégâts, qui peut se téléporter. Ça, voilà. Ça, c'est typiquement un genre d'unité à gérer pour votre adversaire. Ça peut être compliqué parce qu'il y a quand même de la récursion. Et pour finir, le décor de faction, donc 8 PV save à 5, ward à 5, toujours pareil, One Spartan Army, vous choisissez un Nexus, 3 unités entièrement à 12, vous soignez de D3, vous réanimez de D3. Donc là, ça va être un peu plus compliqué pour le réanimer parce que vous avez vu 2 PV tête, donc il va falloir rouler du 3 plus globalement. Mais ça va pouvoir permettre de soigner pour pouvoir éventuellement faire du rallye derrière. Toujours pareil, vous pouvez vous téléporter, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, le décor faction qui est très bon en Nighthaunt. Globalement, qu'est-ce qu'on retient de Nighthaunt? Une armée qui a été réécrite complètement, qui se voit complètement changer sur son usage. Vous n'avez plus cette capacité à charger, et globalement, vous n'êtes pas non plus un fer de lance, comme pouvait l'être Nighthaunt en 4.1, en début de version 4.0. Aujourd'hui, l'armée va avoir un visage différent qui, je pense, en équipe va trouver beaucoup d'intérêt. En solo bien maîtrisé, il va pouvoir aussi briller. Cependant, il va falloir travailler ses placements, travailler ses bulles et faire en sorte que l'unité fonctionne complètement. Aujourd'hui, nous n'avons pas les coups en point, mais je trouve que le visage donné par Games Workshop à l'armée est très intéressante. Ça me donne confiance sur les prochains livres d'armée qui vont sortir. J'ai hâte de voir tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de l'armée. Sur Reddit, j'ai vu beaucoup de gens pleurer, mais je pense que c'est beaucoup mieux que ce qu'on y pense. Il y a du coup 2 armées de renom et 2 régiments qui arrivent par la suite. Je vais vous faire la vidéo au plus vite. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!